complot de l'islamisme mondial contre Charlie Hebdo. Je crois que c'est des individus différents à des endroits différents qui ont réagi de manière différente à la une de Charlie Hebdo, puisqu'ils ne connaissaient pas le contenu du journal. Encore une fois, le journal a été brûlé par des gens, enfin en tout cas s'il a brûlé à cause de ça, il a été brûlé par des gens qui ne connaissaient pas le contenu du journal, puisque le journal n'était pas paru. Oui et non, parce que moi je vous ai vu sur une chaîne Info iTélé, avant même la parution, où vous annonciez. C'était le soir, hein. Vous annonciez le contenu, vous disiez que Mahomet était rédacteur en chef du journal. Oui, bien sûr. Non, mais la couverture était circulait déjà sur le net parce qu'on avait envoyé des newsletters comme on fait d'habitude aux journalistes. Et l'annonce, apparemment, simplement l'annonce, le fait que Mahomet soit rédacteur en chef de Charlie Hebdo, a mis le feu aux réseaux sociaux sur Internet. Et c'est ça qui a commencé à déclencher le. Mais ça peut être encore une provocation, l'incendie. Enfin, vous... Bien sûr, oui. Il y a un témoin qui a vu 2 personnes s'enfuir avec des capuches et on sait que ces 2 engins incendiaires qui ont été lancés par une vitre brisée de Charlie. Est-ce que vous regrettez? Non. Du tout. Non. D'ailleurs, vous attendiez à des affects possibles, hein, avant même la parution du journal. Hein. On s'attendait. Non, c'est quand j'ai commencé à voir on s'attendait à des insultes. On en a toujours. Il y a toujours des insultes. Il y a toujours des mécontents. Pas simplement quand on fait une couverture qui met en cause les islamistes ou l'islam ou la religion. On a fait quelquefois des couvertures qui ont été jugées de mauvais goût et qui ont suscité des réactions, des insultes, même des menaces. Mais les menaces de mort, on en a une de temps en temps, comme ça, il y en a une qui pousse. Là, c'était un peu massif. Et le mercredi, je me proposais d'aller voir le commissariat du 20e pour simplement signaler que là, c'était vraiment très massif. Et j'ai pas pu le faire puisque le journal a brûlé la nuit. Alors, donc... Écoutez, elles sont claires. Les menaces, il faut les condamner. L'incendie, il faut le condamner. Toute atteinte à la liberté d'expression, il faut la condamner, sans condition. Donc ça, je le dis et je le répète. En ayant 2 débats. Un, c'est celui que vous posez, quelle attitude avoir. Et donc ceux qui ont fait ça ne représentent absolument pas les Français de confession musulmane. La majorité, la quasi-unanimité des Français de confession musulmane condamnent ce qui s'est fait contre le journal. Et donc que là, les propos doivent être clairs et entendus en France aujourd'hui. Maintenant, il y a un autre débat qui concerne le traitement et l'humour. Pour moi, c'est, je condamne ceci, puis ensuite je regarde Charlie Hebdo en face et je me dis que c'est un humour tout à fait discutable. Mais je vais même plus loin. Je dirais qu'aujourd'hui, vous frappez là où il est facile de frapper, et c'est un peu un humour de lâche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'islam, ça fait vendre, que vous touchez. Vous n'iriez pas, par exemple, faire à Charlie Hebdo une sur ce qu'a défendu M. Golnadel, un avocat, lorsqu'il est intervenu contre une chaîne publique française, contre la liberté d'expression des journalistes, en disant que c'était absolument scandaleux de couvrir ce qui se passait en Israël de cette façon-là. Monsieur Ramadan... Non mais laissez-moi terminer. Juste un point, c'est pour vous dire que autant il faut avoir une position de principe ferme, s'en prendre à votre journal, incendier, c'est inacceptable et à condamner. Maintenant, il faut que nous ayons un débat sur ce que vous êtes et le rôle que vous jouez et comment vous vous faites de la publicité en frappant là où c'est facile finalement d'avoir toute la classe politique avec vous, soutenant. Donc, vous êtes récupéré en fait et ça vous arrange. C'est nous qui avons mis le feu, quoi, grosso modo. Pas du tout. Non, vous voyez, vous ne m'écoutez pas. Non, mais vous avez mis... je vous écoute, mais vous résumez Charlie Hebdo à cette couverture. Charlie Hebdo, ça fait... Attendez, je vais vous dire une chose. Lorsque vous avez été attaqué en justice contre la liberté d'expression au moment où vous aviez publié les caricatures danoises, j'étais contre le fait de vous poursuivre en justice et je pensais qu'il fallait vous laisser faire. Simplement, une chose est de vous contredire intellectuellement, et ça vous devez l'entendre. Ce que vous êtes devenu, Charlie Hebdo, n'est pas ce que vous fûtes. Ce que vous êtes maintenant, c'est aujourd'hui dans le courant qui est tout à fait dans le sens de pouvoir alimenter jusqu'à ce que dit Marine Le Pen. Pour vous répondre simplement, parce que il parle de M. Golnadel qui est juste là. Vous ne nous avez jamais menacé de procès, vous ne nous avez jamais poursuivi. Je le ferai jamais. Vous le ferez jamais. Monsieur Golnadel, on l'a déjà traité dans le journal, il nous a déjà menacé de procès. 3 fois dans un mois. 3 fois, il m'a, en tant que directeur de publication... Oui, mais évidemment, parce que lui c'est un avocat et chaque fois qu'il toucherait à Israël, il va se lever. Mais moi je ne toucherai pas. Non, mais pour ça, ni intellectuellement. Simplement pour vous dire qu'on ne traite pas que de l'islam, et on traite aussi vous faites de la publicité à bon marché. C'est pas bon marché, non. Non, mais très bon marché. Non, c'est pas bon marché du tout. Monsieur Golnadel. Les locaux dans le 20e, c'est pas bon marché, même si c'est dans un quartier populaire, monsieur Ramadan. Ramadan. Voir, mais c'est un argument assez... Oui, vous allez, allez, s'il vous plaît. Je trouve
un peu particulier, Monsieur Ramadan, que vous puissiez dire aujourd'hui que Charlie Hebdo ait pratiqué un humour de lâche. Parce que le simple fait de montrer la figure du prophète, c'est déjà prendre un risque. Donc je trouve ça un peu indécent. Non, mais attendez, si je peux... Bien sûr. Non, mais non. Si je peux continuer. Ensuite, pardon de le dire, mais les journaux, y compris Charlie Hebdo, injurient bien davantage le Christ, par exemple, que les musulmans. C'est marrant que vous parliez du Christ. Pourquoi vous ne parlez pas de l'État d'Israël et de votre façon d'aller contre la liberté d'expression, monsieur? Pardon. Vous voulez que je vous parle de mon travail sur Israël dans Charlie Hebdo? Non, mais attendez, je vous explique les reportages que j'ai fait en Palestine, dans la bande de Gaza. Vous êtes allé dans la bande de Gaza forcer les barrages israéliens? Si je peux continuer quand même. Vous allez me dire que vous êtes devenu pro-palestinien. Si je peux continuer, c'est bizarre cette question sur Israël. Vous autorisez. C'est parce que vous êtes C'est bizarre. Vous autoriserez un avocat français de considérer qu'aujourd'hui, la religion la plus calomniée en France, c'est pas la religion islamique, c'est pas la religion juive, c'est la religion chrétienne. Il y a beaucoup de choses qui sont peut-être contestables, mais qui n'ont rien à voir avec jeter des bombes. Là où je rejoins... Mais comment vous savez que c'est des musulmans qui l'ont fait? Oui, je dis simplement jeter les bombes. Vous savez déjà? Et je dis qu'il n'y avait pas de quoi. Et je dis qu'il n'y avait pas de quoi fouetter ni un chat, ni un chien d'infidèle. Dans ce qu'avait fait Charlie Hebdo. Voilà la situation. Mais là où je rejoins, et vous avez une curieuse façon de laisser parler les gens. Là où je rejoins Monsieur Ramadan, c'est qu'effectivement, ça ne me gêne pas. Vous savez, si vous dites qu'il pleut et qu'il pleut, ça ne me dérangera pas que de vous dire que vous avez raison. Là, je dis que vous avez tort. Bien, simplement, c'est un fait, et ça montre que les islamistes, ne vous en déplaise, sont en perte de vitesse dans notre pays. C'est la remarquable réaction des musulmans en France, en ce compris d'ailleurs les musulmans représentatifs comme M. Moussaoui, qui ne s'est pas embarrassé de distinguos subtils comme M. Ramadan, qui a condamné strictement et simplement l'attentat. Je pense aussi à l'imam Chalgoumi, qui est un musulman tout à fait tolérant et qui a condamné sans réserve et sans faire une première partie et une deuxième partie. Mais comment pouvez-vous, monsieur, vous êtes un avocat, comment pouvez-vous, devant autant de monde, faire semblant de ne pas entendre ce que je viens de dire? La condamnation, elle est radicale et totale. Vous l'avez entendu, ça? Et maintenant, il y a une deuxième, c'est une deuxième question. De lâche. Et après, vous avez traité la victime de lâche. J'ai le droit d'évaluer l'humour. Bien entendu. Donc il y a une condamnation. Tout le monde a entendu, puisque vous dites que tout le monde a entendu que vous avez traité Charlie Hebdo de lâche. Je peux préciser une chose à M. Ramadan qui connaît visiblement pas très bien Charlie Hebdo, ou uniquement quand et c'est vrai que j'étais mis en cause 3 fois dans le même mois par Charlie Hebdo. J'apprécie modérément Charlie Hebdo, mais je me battrai jusqu'au bout pour que Charlie Hebdo, évidemment, puisse sortir toutes les semaines. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans votre propos à vouloir condamner la liberté d'expression, fut-elle contestable, d'un Charlie Hebdo, et à vouloir plaider pour la créativité artistique dans des pays musulmans démocratiques? Mais si j'avais un langage d'adolescent, je dirais, mais j'hallucine. J'hallucine. Vous avez entendu que je contestais la liberté d'expression de Charlie Hebdo. Je viens de vous dire 4 fois le contraire. Donc vous m'entendez pas là. Non, attendez. Vous imaginez une contradiction. J'ai dit, vous avez compris. Je vous remercie de me... Non, alors si vous le permettez, moi j'ai pas du tout envie de polémiquer avec vous. Je suis dans une position de médiateur. Simplement, je fais l'exégèse de vos propos et de votre livre. Simplement, non. L'exégèse de ce que je viens de dire, et j'ai condamné le fait qu'on s'en prenne à la liberté d'expression. Dites ça au moins. Non, mais la façon dont vous regardez, ou dont vous commentez le traitement de Mahomet, pardonnez-moi, vous condamnez une sorte de créativité artistique. Mais non, j'évalue que cet humour-là, pour moi, est un humour de lâche. C'est pas un humour drôle, c'est tout. Non, mais c'est pas une condamnation. Attendez, c'est un jugement très dur. Mais oui, parce que vous dites lâche, et pourquoi vous dites pas con? Vous pourriez dire qu'on a un humour de con. Parce qu'en général, les lâches sont parfois cons, oui, mais j'ai pas de problème. Ah bah voilà. Alors, pour en venir, non, moi je vais pas polémiquer parce que je voudrais pas qu'on ait l'impression qu'on encerte Tariq Ramadan, quoique vous ne soyez pas d'accord, souvent, tous les deux. Quoique. Procès d'intention, s'il vous plaît. Non, c'est pas un procès d'intention. Vous dites alors, pas sur votre livre, je vais vous poser la question tout simplement. Est-ce que l'islam tel que vous le concevez peut favoriser une démocratie telle qu'on la conçoit dans le monde, je n'ai pas dit occidentale?
Non, mais même dans le monde occidental, j'ai aucun problème avec ça. La substance du livre est de dire cela. Et de dire que moi je me suis battu et je me bats, et ce que l'on voit aujourd'hui dans le monde musulman est tout à fait intéressant, des processus de démocratisation. Vous avez des populations qui ont envie de rester fidèles à des traditions, mais qui ont surtout envie que cessent les dictatures, que cesse la corruption, et qu'il y ait une véritable autonomisation. Ceci est à mon sens possible. Et non seulement c'est possible, mais les peuples sont en train, jeunes, moins jeunes et femmes, parce que les femmes sont très impliquées dans les processus de soulèvement, sont en train d'aujourd'hui de montrer qu'il est possible de rester musulman et de défendre les valeurs que nous chérissons. Et c'est ceci que je dis comme étant très important. Et la liberté artistique, ce que je dis, c'est que le monde arabe aujourd'hui est en crise pour deux raisons. Vous savez, ce qu'on est en train de voir, et même dans le débat qui est en France, est installé en France sur la polarisation entre les laïcs et les islamistes, pour moi je dis que c'est un énorme piège dans les sociétés majoritairement musulmanes, qu'il faut qu'elles sortent de cela et qu'elles aillent vers une troisième voie, à savoir que en restant musulmanes, parce qu'elles sont majoritairement musulmanes, elles aient vers une ouverture politique, économique et en même temps culturelle. Et ça, c'est possible. Regard occidental sur cette émergence de démocratie? Écoutez, moi, dès le départ, et quand j'ai commencé à le dire au début de ce qu'on a appelé le printemps arabe, dès l'instant, on n'était pas extatique par rapport à ce qui se passait, on était déjà un peu rabroué. Je suis de plus en plus pessimiste par rapport à ce que je vois. Sur le papier, ce que dit M. Rabadan, comme souvent, c'est excellent. Seulement, lorsqu'on voit ce qui s'est passé en Tunisie avec le parti islamiste Ennahda, davantage encore à ce qui s'est passé en Libye, avec l'instauration possible de la charia, les frères musulmans en Égypte, on a le droit d'être pessimiste, parce qu'en dehors des fantasmes et des rêves de papier, on sait bien quelle est la pratique de l'islam politique jusqu'à maintenant. Ça, on le sait. Ce ne sont pas des divagations. On sait ce qu'a été le Soudan islamiste, qui est génocidaire. On sait l'expérience du Nigeria aujourd'hui dans le monde. Dans le nord du Nigeria, il y a la charia. Il y a 63 personnes qui ont été assassinées aujourd'hui. Vous lisez le journal Le Monde, vous le voyez. 63 personnes par des islamistes. Le Hamas, qui est l'émanation plus ou moins des frères musulmans à Gaza, dès l'instant où il a eu une structure à Gaza, c'était la fin de la liberté pour les femmes. On sait le sort pour les homosexuels. Donc, pardon, j'aimerais beaucoup me tromper, mais la pratique de l'islam politique est totalement en infraction avec ce que dit souhaiter M. Ramadan, ce compris d'ailleurs la création artistique en Tunisie. On a vu les manifestations et les excuses qu'a été obligé de faire le patron de la chaîne tunisienne sous prétexte qu'on avait passé le film de l'iranienne Satrapi. C'est un véritable crève-cœur. Et pourtant, en même temps, les peuples ont le droit de voter dans le monde arabe. Et on ne peut pas, même si ça ne nous plaît pas, on est bien obligé de prendre, évidemment, tirer les conséquences de ce qui se passe. Donc c'est un véritable crève-cœur. Et pardon, moi je suis pessimiste. Moi, je me suis engueulé avec ce monsieur sur des plateaux de télé parce que j'étais pas d'accord et j'étais optimiste. Bon, voilà. Ben, moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, je pense qu'il y a un certain nombre de questions qu'il ne faut pas éviter. C'est-à-dire que l'islam politique, d'abord, n'est pas mort aujourd'hui. Il faut reconnaître une chose, c'est que sur les 30 dernières années, il y a des évolutions. Souvenez-vous, en Turquie, on disait, au moment où arrivait Erdogan, ce sont des islamistes, ça ne va pas marcher. Il y a eu une évolution. Ce que je crois qu'il faut faire, c'est parier aujourd'hui que dans le débat, on a même vu Moncef Marzouki, qui est un laïc, dire « il faut que nous entrions dans un débat, il faut qu'il y ait un débat critique et que nous donnions la chance à ces dynamiques-là de montrer qu'elles sont véritablement démocrates ou non. Mais on ne peut pas, depuis Paris, décider que les peuples votent mal parce que ça ne nous plaît pas. Il faut, de ce point de vue-là, respecter ces... On peut dire qu'on n'est pas d'accord. Mais l'exemple que vous prenez, M. Ramadan, le problème, c'est que l'exemple que vous prenez, vous n'en avez malheureusement pas beaucoup d'autres à votre actif, c'est un faux exemple. Parce que la Turquie, c'est encore aujourd'hui un pays laïque, d'une part. Et puis d'autre part, il ne faut pas non plus rêver sur l'exemple turc. C'est pas non plus exceptionnel. Donc, malgré tout, vous n'avez pas véritable d'exemple pratique à nous opposer. Si vous parlez du monde arabe, j'en ai pas. Parce que le monde arabe est totalement verrouillé, il l'a été pendant longtemps, maintenant on a des dynamiques. Donc,
à ce moment précis de l'histoire, plutôt que de regarder ce qui s'est passé en disant on n'a pas d'exemple, essayons d'observer ce qui est en train de se passer. Qui, il y a une année, aurait pu penser qu'en Tunisie, en Égypte, on allait avoir ces mouvements-là? Donc, avant d'avoir une conclusion qui soit totalement négative, laissons à ces peuples-là.